Ce n'est pas un accident, ton frère a poussé ton père, murmura le petit garçon derrière le portail, au moment où Julien Armand descendait de sa voiture noire. Julien resta figé, la main encore posée sur la portière. Devant lui, la grande maison familiale se dressait dans le silence du soir, avec ses hautes fenêtres, ses murs couverts de lierre et cette allée de gravier où son père aimait marcher chaque matin avant que tout ne bascule. 3 semaines plus tôt, Henri Armand était tombé du balcon de l'étage. Les médecins avaient parlé d'un accident. La famille avait parlé de fatigue, d'un faux pas, d'un vieux corps qui trahit soudainement celui qui l'habite. Mais le garçon venait de dire autre chose. Il devait avoir 12 ans, peut-être 13. Mince, les cheveux bruns en bataille, un vieux sac d'école sur l'épaule. Julien le connaissait vaguement. C'était Noé, le fils de la femme qui nettoyait parfois la maison voisine. Il passait souvent devant la propriété à vélo et s'arrêtait près du mur pour ramasser les balles que les enfants du quartier envoyaient dans le jardin. Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Noé regarda rapidement vers les fenêtres de la maison, puis baissa la voix. « Votre père n'est pas tombé tout seul. J'étais là. J'ai vu votre frère derrière lui. » Le cœur de Julien se serra. Son frère, Mathieu, l'aîné, le fils préféré aux yeux du monde, celui qui gérait déjà une partie des affaires familiales depuis que leur père était affaibli, celui qui avait pleuré devant le cercueil avec une dignité parfaite, celui qui avait posé une main sur l'épaule de Julien en disant « Maintenant, il faut rester unis. » « Fais attention à ce que tu racontes, dit Julien, mais sa voix tremblait déjà. Noé ne recula pas. « J'ai rien inventé. Votre père était sur le balcon. Il parlait fort. Votre frère était avec lui. J'ai entendu votre père dire « Je vais tout changer demain. » Après, votre frère a crié « Tu ne peux pas me faire ça. » Et puis, le garçon avala sa salive. Et puis il a poussé. À cet instant, la porte principale s'ouvrit. Mathieu apparut sur le perron, impeccable dans son costume sombre, les cheveux bien coiffés, le visage fermé par une fatigue élégante. « Julien, tu restes dehors, le notaire nous attend. » Julien tourna lentement la tête vers son frère. Pendant une seconde, il eut l'impression de voir un inconnu porter le visage d'un homme qu'il connaissait depuis toujours. Noé baissa aussitôt les yeux et fit semblant de renouer sa chaussure. Julien referma la portière. « J'arrive. » Il entra dans la maison avec l'impression que chaque pas sur le gravier faisait plus de bruit que d'habitude. Le salon était plein de souvenirs. Les portraits de famille, les livres reliés en cuir, le vieux piano de leur mère morte 10 ans plus tôt, les fauteuils où Henri Armand recevait ses invités. Tout parlait d'un homme puissant, dur, respecté, parfois injuste, mais jamais faible. Henri avait bâti une entreprise de transport international à partir d'un seul camion. Il avait élevé ses 2 fils dans une discipline froide, Mathieu pour hériter, Julien pour obéir. Pendant des années, Julien avait accepté cette place. Il était le fils discret, celui qui avait quitté la maison pour devenir architecte, celui qui ne voulait pas se battre pour les parts, les bureaux, les signatures. Mathieu, lui, était resté près du père, apprenant les chiffres, les contrats, les colères, les secrets. Et maintenant, leur père était mort. Le notaire, maître Delmas, était assis près de la cheminée. Mathieu se plaça debout derrière lui, comme s'il dirigeait déjà la réunion. « Nous allons procéder simplement, » dit le notaire. Monsieur Henri Armand avait préparé une version actualisée de son testament, mais elle n'a pas été signée avant son décès. Par conséquent, l'ancien testament reste applicable. Julien leva les yeux. « Une version actualisée ?» Mathieu répondit, avant le notaire. « Papa changeait souvent d'avis. Tu sais comment il était. Je veux la voir. » Un silence passa dans la pièce. Mathieu sourit doucement. « Julien, ce document n'a aucune valeur juridique. Il n'a pas été signé. Je veux quand même le lire. » Maître Delmas sembla mal à l'aise. Il ouvrit son dossier, sortit quelques pages et les posa devant Julien. Celui-ci lut rapidement, puis plus lentement. Son souffle se bloqua. Dans cette nouvelle version, Henri retirait à Mathieu la direction exclusive de l'entreprise. Il répartissait les parts entre ses 2 fils. Il confiait à Julien un rôle décisionnel important. Et surtout, il exigeait un audit complet des comptes gérés par Mathieu depuis 5 ans. Julien sentit le regard de son frère sur lui. « Pourquoi papa voulait-il un audit ?» demanda-t-il. Mathieu soupira. « Parce qu'il devenait méfiant. Il voyait des ennemis partout. Sa santé mentale déclinait depuis plusieurs mois.
Le notaire ne dit rien. Julien replia lentement les pages. La phrase de Noé résonna dans sa tête. Je vais tout changer demain. Cette nuit-là, Julien resta dans son ancienne chambre. Il n'y avait presque rien changé depuis son adolescence. Une bibliothèque, une lampe en métal, quelques dessins encadrés, une fenêtre donnant sur le jardin arrière. De là, on voyait le balcon du bureau de son père. Le balcon. Il se leva et s'approcha de la vitre. Dans la lumière pâle de la lune, les pierres semblaient froides, muettes. C'était là qu'Henry était tombé. Là que tout avait été classé trop vite. Accident, tragédie, vieillesse, fin normale d'un homme fatigué. Mais si Noé disait vrai, ce n'était pas une chute. C'était un meurtre. Cher auditeur, parfois la vérité ne vient pas d'un expert, d'un avocat ou d'un policier. Parfois, elle vient d'un enfant que personne n'a pensé à interroger, parce que les adultes croient toujours que ce qui est petit ne peut pas voir les grandes choses. Mais les enfants regardent là où les autres jouent leur rôle. Maintenant, poursuivons. Le lendemain matin, Julien retrouva Noé près du vieux mur du jardin. « Pourquoi tu n'as rien dit à la police ?» Le garçon serra les bretelles de son sac. « Je l'ai dit à ma mère. Elle m'a interdit de parler. Elle a dit que les familles riches détruisent les pauvres quand ça les arrange. » Julien ne répondit pas. La mère de Noé n'avait peut-être pas tort. « Qu'est-ce que tu faisais là ce soir-là ?»« Je cherchais mon ballon. Il était passé par-dessus le mur. Je suis entré par le petit trou près des cyprès. Je sais que j'avais pas le droit. Et tu as vu mon père ? Oui. Il était sur le balcon, en robe de chambre. Il parlait avec votre frère. Ils se disputaient. Votre père avait une enveloppe à la main. Il disait qu'il avait trouvé les preuves. Votre frère disait qu'il pouvait tout expliquer. Après, votre père a dit qu'il appellerait maître Delma le lendemain matin. Julien sentit son estomac se nouer. Et ensuite, Noé baissa la voix. Votre frère a pris l'enveloppe. Votre père a essayé de la reprendre. Ils se sont poussés un peu. Puis, votre frère a regardé autour. Il m'a pas vu. Et il a poussé votre père très fort. Le garçon ferma les yeux. Je l'ai entendu tomber. Julien ne bougea pas. Il aurait voulu que l'enfant se trompe, qu'il ait vu une ombre, mal compris une scène, transformer un accident en crime parce que son imagination avait rempli les trous. Mais la précision de ses mots, la peur dans son visage, le détail de l'enveloppe, tout cela avait la texture de la vérité. Tu as vu ce qu'il a fait après ? Il est descendu en courant. Pas tout de suite vers votre père. D'abord, il est allé dans le bureau. Il a pris quelque chose. Après seulement, il a crié. L'enveloppe. Julien regarda la maison. Noé, tu ne dois parler de ça à personne d'autre pour l'instant. Pas parce que je veux cacher la vérité. Parce que je veux te protéger. Le garçon hocha la tête. Vous allez faire quoi ? Julien répondit après un long silence. Je vais faire semblant de croire mon frère. Ce jour-là, il commença la comédie. Au petit déjeuner, Mathieu entra dans la salle à manger avec 2 cafés. Il avait toujours eu ce talent, agir comme si le monde lui appartenait naturellement. Il posa une tasse devant Julien et dit « Tu as mal dormi. Oui, c'est normal. La maison est lourde sans papa. » Julien fixa son café. « J'ai repensé au testament. » Mathieu s'immobilisa légèrement. « Et, tu avais raison. Ce document non signé ne sert à rien. » Papa devait être confus. Le soulagement passa dans les yeux de Mathieu si vite qu'un autre n'aurait pas pu le voir. Mais Julien le vit. « Je suis content que tu le comprennes, » dit Mathieu. « Nous devons éviter les conflits. Les employés nous regardent. Les partenaires aussi. Si nous nous divisons, l'entreprise souffrira. Je ne veux pas me battre. » Mathieu posa une main sur son épaule. « C'est la meilleure décision. » Julien dut contrôler un mouvement de recul. Pendant les jours suivants, il observa. Mathieu avait pris le bureau de leur père sans le dire officiellement. Il s'asseyait dans son fauteuil, ouvrait ses tiroirs, recevait ses appels. Il parlait déjà avec les banquiers. Il donnait des ordres aux employés. Il disait « mon entreprise » avant de se corriger. Julien fit semblant de ne rien remarquer. Mais chaque soir, il fouillait. Le bureau d'Henri avait été nettoyé trop parfaitement. Les dossiers récents avaient disparu. L'ordinateur avait été remplacé par un nouveau poste pour des raisons de sécurité. La corbeille avait été vidée. Même le tapis près de la fenêtre avait été changé. Cependant, Henri Armand était un homme méfiant. Et les hommes méfiants gardent toujours une deuxième trace.
Julien se souvint soudain d'un vieux coffre mural caché derrière une bibliothèque basse. Quand ils étaient enfants, leur père y rangeait des montres, des papiers et parfois les lettres de leur mère. Mathieu connaissait sûrement le coffre. Mais connaissait-il le second compartiment? Julien attendit minuit. Quand la maison fut silencieuse, il descendit pieds nus jusqu'au bureau. Il referma doucement la porte, tira la bibliothèque et ouvrit le coffre avec l'ancien code, la date de naissance de leur mère. Vide, bien sûr. Mais au fond du coffre, il appuya sur une petite plaque métallique. Un clic se fit entendre. Le second compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une clé USB, un carnet noir et une photo pliée. Julien prit le carnet en premier. L'écriture de son père était sèche, nerveuse, reconnaissable entre toutes. Mathieu a déplacé des fonds vers une société cran. Contrat avec VD signé sans autorisation. Si je meurs avant la réunion de vendredi, Julien doit demander un audit externe. Ne pas confronter Mathieu seul. Julien resta longtemps sur cette dernière phrase. Ne pas confronter Mathieu seul. Son père savait qu'il était en danger. Et pourtant, il l'avait confronté. La photo pliée montrait Mathieu devant un immeuble inconnu, serrant la main d'un homme que Julien reconnut après quelques secondes, Victor Darnel, un entrepreneur déjà poursuivi pour fraude dans plusieurs affaires de marché public. La clé USB contenait des copies de contrats, des relevés bancaires, des messages imprimés et une vidéo prise depuis une caméra intérieure du bureau. Julien ouvrit le dernier fichier. L'image montrait Henri assis à son bureau, 2 jours avant sa mort. Il parlait directement à la caméra. Si vous regardez ceci, c'est que je n'ai peut-être pas eu le temps d'agir. Mathieu a utilisé l'entreprise pour détourner de l'argent. Je pensais pouvoir le ramener à la raison. Je me suis trompé. Julien, si c'est toi qui vois cette vidéo, ne fais confiance à personne dans la maison avant d'avoir parlé à Delma et à l'inspecteur Renaud. La voix de son père se brisa légèrement. Je n'ai pas été juste avec toi. J'ai cru que Mathieu était fort parce qu'il me ressemblait. Je comprends trop tard que parfois, ce qui nous ressemble le plus est ce qui nous détruit le mieux. Julien mit la vidéo en pause. Il dut s'asseoir. Toute sa vie, il avait attendu de son père une phrase de reconnaissance. Et une seule. Il la recevait maintenant d'un homme mort, caché dans une clé USB, au milieu des preuves de sa propre chute. Le lendemain, Julien appela maître Delma depuis un téléphone prépayé acheté dans une boutique du centre-ville. Mon père vous avait-il parlé d'un inspecteur Renaud? Le silence du notaire dura trop longtemps. Julien, où avez-vous entendu ce nom? Dans un document que mon père m'a laissé. Delma baissa la voix. Alors venez à mon étude. Seul. Et ne dites rien à votre frère. À l'étude notariale, Delma semblait plus vieux que la veille. Il ferma la porte, tira les rideaux et demanda à voir les documents. Julien lui montra une partie seulement. Pas tout. La méfiance devenait une nouvelle habitude. Le notaire pâlit en lisant le carnet. Votre père m'avait demandé de préparer le Nouveau Testament et un signalement discret. Il voulait vous appeler le lendemain. Il disait que Mathieu était dangereux, mais je pensais qu'il parlait seulement de l'entreprise. Pourquoi n'avez-vous rien dit après sa mort? Delma baissa les yeux. Parce que Mathieu est venu me voir. Il savait que j'avais préparé le document. Il m'a dit que votre père souffrait de paranoïa, que lancer une procédure salirait sa mémoire. Et je n'avais pas de preuves. Il y avait un témoin. Le notaire leva brusquement les yeux. Qui? Un enfant. Delma inspira lentement. Alors, il faut agir vite. Si Mathieu apprend son existence. Julien pensa à Noé. Cette même soirée, en rentrant, il remarqua une voiture inconnue garée à l'angle de la rue. Un homme à l'intérieur lisait un journal sans tourner les pages. Julien continua, sans ralentir. En entrant dans la maison, il trouva Mathieu dans le hall. Tu étais où? Le ton était léger. La question ne l'était pas. Chez un ami. J'avais besoin de sortir. Quel ami? Julien le regarda. Depuis quand tu surveilles mes déplacements? Mathieu sourit. Depuis que je suis inquiet pour toi. Tu es nerveux depuis la mort de papa. Nous le sommes tous. Pas de la même manière. Le regard de Mathieu resta fixé sur lui un peu trop longtemps. Julien comprit alors que la comédie devenait plus dangereuse. Son frère commençait à douter. Cette nuit-là, il envoya les documents à Étienne Renaud, l'inspecteur mentionné par son père, via l'avocat de Delma. Puis, il fit une chose qu'il aurait préféré éviter, il alla voir la mère de Noé.
Elle ouvrit la porte avec méfiance. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les traits fatigués, les mains abîmées par le travail. Elle regarda Julien comme on regarde quelqu'un qui apporte des problèmes dans une maison qui n'a pas les moyens de les porter. « Mon fils ne sait rien », dit-elle immédiatement. « Il a vu quelque chose. »« Non. Madame, mon frère pourrait être dangereux. Je ne suis pas venue pour forcer Noé à parler. Je suis venue pour vous dire qu'il faut le protéger. » Elle pâlit. Je lui avais dit de se taire. Il a essayé. Mais il a aussi essayé de sauver la vérité. Elle serra la porte. La vérité ne nourrit pas les enfants. La vérité ne paie pas le loyer. La vérité ne protège pas contre des gens comme votre famille. Julien accepta la phrase sans se défendre. Vous avez raison. C'est pour cela que je vais demander une protection officielle. Mais avant cela, il faut savoir si Noé peut identifier clairement mon frère. Derrière elle, une petite voix répondit. Oui, je peux. Noé était dans le couloir. Sa mère se retourna. Noé, va dans ta chambre. Non, maman. J'ai vu. Je peux pas faire comme si j'avais pas vu. Sa mère porta une main à sa bouche. Elle avait peur, et cette peur était digne. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était la peur d'une mère qui sait que le courage des enfants coûte parfois trop cher aux adultes qui les aiment. Julien s'agenouilla légèrement devant Noé. Je ne te demanderai rien sans protection. Je te le promets. Noé hocha la tête. Votre père avait l'air triste avant de tomber, pas seulement en colère. Triste, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Cette phrase poursuivit Julien toute la nuit. Le piège final fut organisé 2 jours plus tard. L'inspecteur Renaud voulait arrêter Mathieu rapidement, mais Julien demanda une dernière confrontation enregistrée. Pas pour la justice seulement. Pour lui. Pour entendre la vérité de la bouche de son frère. Pour comprendre si Mathieu était un monstre depuis toujours ou un homme qui avait franchi trop de lignes en se racontant qu'il pouvait encore revenir en arrière. Renaud accepta à condition que la maison soit surveillée. Julien cacha un micro dans sa veste. Des policiers attendaient dans une voiture banalisée. Maître Delma était prêt à témoigner. Noé et sa mère avaient été mis en sécurité chez une tante à l'autre bout de la ville. Le soir, Julien retrouva Mathieu dans le bureau de leur père. Mathieu était assis dans le fauteuil d'Henri. Cette image suffit presque à faire perdre son calme à Julien. « Tu voulais me voir » demanda Mathieu. « Oui, j'ai réfléchi. »« À quoi ?»« À papa. À l'entreprise. Au testament. » Mathieu croisa les mains. Et Julien posa une copie du carnet noir sur le bureau. Mathieu ne bougea pas, mais son visage changea imperceptiblement. « Où as-tu trouvé ça ? Donc tu reconnais l'écriture de papa. Je reconnais surtout un carnet d'homme malade. » Il avait découvert les détournements. Mathieu se leva. « Fais attention. Il voulait signer un nouveau testament. Il voulait demander un audit. Il voulait m'appeler. Papa ne savait plus ce qu'il voulait. Il savait que tu le volais. » Le coup partit vite. Mathieu attrapa Julien par le col et le plaqua contre la bibliothèque. « Tu ne comprends rien, » cracha-t-il. « Tu es parti. Tu as fui cette maison, cette entreprise, ce père impossible. Moi, je suis resté. J'ai pris les humiliations, les colères, les nuits au bureau, les clients, les banques. Et à la fin, il voulait tout te redonner à toi. » Julien ne résista pas. Il fallait qu'il parle. « Alors tu l'as poussé. » Mathieu lâcha un rire court. « Il m'a attaqué. Il avait 72 ans. Il voulait me détruire. Et toi, tu l'as tué. » Mathieu recula. Sa respiration était forte. Ses yeux n'avaient plus rien du frère calme et élégant. Il n'aurait pas dû dire qu'il allait tout changer. Pas comme ça. Pas après tout ce que j'avais fait. Il m'a regardé comme si j'étais une erreur. Tu comprends ? Une erreur. Julien sentit sa gorge se serrer. Alors tu l'as poussé. Le silence dura 3 secondes. Puis Mathieu murmura. Je voulais seulement qu'il se taise. La porte s'ouvrit. L'inspecteur Renaud entra, suivi de 2 agents. Mathieu se tourna vers eux, livide. Qu'est-ce que c'est que ça ? Julien remit son col en place. Ce que papa aurait dû faire avant de monter sur ce balcon avec toi. Mathieu recula vers le bureau. Julien, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes frères. Julien le regarda longtemps. Tu as oublié ce mot avant moi. L'arrestation fut rapide. Mathieu tenta d'abord de nier,
puis d'accuser leur père d'avoir glissé, puis de prétendre que Julien avait tout inventé pour obtenir l'entreprise. Mais le micro avait enregistré ces paroles. La vidéo d'Henri existait. Le carnet existait. Les contrats existaient. Et surtout, Noé accepta de témoigner sous protection. Au procès, des mois plus tard, Noé entra dans la salle avec sa mère. Il tremblait, mais il parla clairement. Il raconta le balcon, la dispute, l'enveloppe, les cris, le geste. Mathieu ne le regarda presque jamais. Julien, lui, ne quitta pas l'enfant des yeux. Quand le verdict tomba, Mathieu fut condamné pour meurtre et détournement financier. L'entreprise Armand fut placée sous audit complet. Plusieurs complices tombèrent avec lui. Victor Darnel fut arrêté dans une autre affaire liée au contrat frauduleux. La presse parla de tragédie familiale, de guerre d'héritage, de chute d'un empire. Mais pour Julien, ce n'était pas une histoire d'empire. C'était l'histoire d'un père dur qui avait compris trop tard lequel de ses fils avait besoin de confiance. L'histoire d'un frère qui avait confondu héritage et droit de possession. L'histoire d'un enfant pauvre qui avait vu ce que les adultes riches avaient enterré sous des mots propres. Quelques semaines après le procès, Julien retourna dans la maison familiale. Il entra dans le bureau de son père et resta longtemps devant le balcon. Le vent passait entre les rideaux. Sur le bureau, il avait laissé le carnet noir, la photo de sa mère et une copie de la dernière lettre d'Henri. Car enquête avait révélé une dernière chose. La veille de sa mort, Henri avait écrit une lettre à Julien. Mathieu l'avait prise dans l'enveloppe avant d'appeler les secours. Julien l'ouvrit enfin. Julien. Je ne sais pas si je saurais te dire cela en face. Je n'ai pas été le père que tu méritais. J'ai pris ton silence pour de la faiblesse et l'ambition de ton frère pour de la force. J'ai eu tort 2 fois. Si j'arrive à réparer les choses, je veux que tu reviennes non pour obéir, mais pour décider. Si tu refuses, je le comprendrai. Mais sache au moins ceci, tu n'étais pas le fils secondaire. Tu étais celui qui avait gardé son âme loin de cette maison. Julien lut la lettre 3 fois. Puis il pleura. Pas seulement pour la mort de son père, pour les années perdues, pour les mots jamais dits à temps, pour cette vérité étrange. Parfois, les excuses arrivent trop tard pour guérir la relation, mais pas trop tard pour sauver la mémoire. Noé et sa mère quittèrent le quartier quelques mois plus tard. Julien leur avait proposé une aide juridique, un nouveau logement, une bourse d'études pour Noé. La mère refusa d'abord, puis accepta une condition. Pas comme une dette. Julien répondit. Comme une réparation. Noé entra dans une meilleure école. Il continua à jouer au ballon, mais plus jamais près des murs trop hauts des grandes maisons. Un jour, il dit à Julien. J'aurais aimé ne rien voir. Julien répondit doucement. Je sais. Des fois, quand je ferme les yeux, je revois votre père tomber. Julien resta silencieux un instant. Alors on va trouver quelqu'un pour t'aider à ne pas porter ça seul. Les témoins aussi ont besoin qu'on les soigne. Noé hocha la tête. Vous n'êtes pas comme votre frère. Julien regarda le jardin. J'espère. L'entreprise changea de nom l'année suivante. Julien retira Armand et Phil de la façade et la remplaça par Armand Héritage. Il ne voulait plus d'une entreprise construite sur l'idée qu'un fils devait devenir le prolongement d'un père. Il voulait quelque chose de plus juste, de plus large, de moins étouffant. Dans le hall, il fit installer une plaque discrète. À Henri Armand, qui abattit. À ceux qui ont osé dire la vérité quand elle coûtait cher. Aucun nom de Noé n'y figurait. Sa mère l'avait demandé. Mais Julien savait. Et Noé aussi. 1 an après le procès, Julien monta seul sur le balcon. Il posa les mains sur la rambarde. Pendant longtemps, il ne bougea pas. Il imagina son père debout ici, l'enveloppe à la main, croyant encore qu'il pouvait corriger ses erreurs par une simple signature. Il imagina Mathieu derrière lui, rongé par la peur de perdre ce qu'il pensait mériter. Il imagina Noé dans le jardin, petit témoin invisible d'une seconde qui allait changer tant de vies. Puis Julien ferma les yeux. « Je te crois, papa, murmura-t-il. C'était tout ce qu'il pouvait encore lui offrir. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Julien a-t-il eu raison de faire semblant de croire son frère pour obtenir des preuves? Noé a-t-il été courageux ou imprudent en révélant ce qu'il avait vu? Et selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus une famille? L'argent, le silence ou l'orgueil? Écrivez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas, parfois,
Ce qu'on appelle un accident n'est qu'une vérité que quelqu'un a réussi à faire tomber avec le corps d'un innocent.